dans un environnement diplomatique. Donc vous me permettrez souvent d'avoir des écarts de langage, de ne pas avoir besoin de langage diplomatique et d'utiliser des termes qui nous seront propres pour peut-être partager avec vous ma vision de ce que devraient être les relations internationales du Sénégal. Pour cela, j'ai choisi également de ne pas lire un discours, mais d'échanger sous forme d'exposé. Dans ce cadre-là, je parlerai d'abord du voisinage diplomatique du Sénégal. Parce que le Sénégal fait partie d'un ensemble ouest-africain qui lui-même fait partie du continent africain. Et dans cela, lorsque nous devons parler des relations internationales, il est bon que nous partions du national vers le sous-régional, le régional et l'international. Ensuite, nous parlerons du rôle et de la place des institutions africaines dans la gouvernance mondiale. Troisième point, la diplomatie sénégalaise, une diplomatie pour un véritable développement. Donc la diplomatie du développement. Une diplomatie de la paix et de la sécurité. Ça devrait être également un axe important de ce que je compte exposer. Enfin, nous parlerons de la politique de la diaspora. Un pays comme le Sénégal, qui a plus d'1 million de ses compatriotes à travers le monde et qui ont une contribution très forte dans l'économie nationale. Je pense que nous devrions avoir une diplomatie en faveur de cette diaspora. Une diplomatie des droits de l'homme, c'est un sujet d'actualité qui interpelle l'Afrique et sur lequel souvent nous voyons les difficultés de nos États face aux exigences de la communauté internationale. Enfin, un septième point, lorsqu'on parle de la diplomatie sénégalaise aujourd'hui, il serait bien d'avoir un aperçu critique sur la carte diplomatique elle-même, qui est l'instrument par lequel le gouvernement ou l'État devrait pouvoir asseoir sa politique de relations internationales. J'ai, pour introduire le thème de ce soir, emprunté à la théorie de la tectonique des plaques, la métaphore du craton ouest-africain. Parce que comme vous le savez, l'Afrique de l'Ouest est constituée par un craton qui est une zone de stabilité tectonique qui s'est consolidée, qui s'est stabilisée au fil des âges géologiques. Ce qui fait d'ailleurs que dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest, nous n'avons pas, Dieu merci, de problèmes de séisme ou de volcanisme. Nous sommes sur une zone bien stable. De la même manière, pour mener une politique qui mène au développement véritable, le Sénégal doit œuvrer, à mon sens, pour faire de son espace géostratégique un craton diplomatique, c'est-à-dire une diplomatie stable et apaisée. Et dans ce cadre, j'aimerais partager avec vous les 7 priorités que nous avons déclinées tout à l'heure, qui doivent aussi donner l'ambition de notre pays pour retrouver sa place dans le concert des nations. Alors, le premier aspect, c'est la diplomatie du voisinage. Il s'agit ici de définir et de mettre en œuvre une politique de bon voisinage par une concertation permanente, une concertation dynamique aussi. Quand on voit les interactions entre le Sénégal et la Gambie, par exemple, deux pays qui ont la particularité que l'un des pays, la Gambie, n'a de frontière qu'avec le Sénégal. Elle est complètement incrustée à l'intérieur du pays. Depuis la conférence de Berlin, le congrès de Berlin, vous savez qu'il y a eu la partition. L'un est anglophone, l'autre est francophone. Et les ethnies sont en brassage, les cultures aussi. Il nous faut donc avoir une politique de bon voisinage où la concertation devrait être permanente entre les États, entre les gouvernements, mais aussi entre les peuples. Et pour cela, des projets sous-régionaux sur la base d'intérêts communs, d'une coopération renforcée au service de la paix et de la sécurité devraient être au menu de toutes les discussions. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui.
On ne peut pas parler du voisinage avec la Gambie et la Guinée-Bissau sans parler, malheureusement, de la crise casamançaise, qui est une crise extrêmement difficile pour le Sénégal, puisque ça fait près de 30 ans que ce conflit perdure, avec son lot de morts. La semaine dernière encore, c'est 11 de nos compatriotes qui ont été lâchement assassinés. Et c'est vous dire combien ce conflit a été meurtrier pendant ces 30 dernières années. Nous pensons qu'il faudrait une approche nouvelle pour un règlement négocié avec toutes les parties prenantes. Le dialogue inclusif, le mouvement des forces démocratiques de Casamance, la société civile, les cadres casamançais de tous bords, les chefs religieux, aussi bien le clergé catholique que musulman, mais également les femmes de la Casamance, les femmes du bois sacré, et surtout les deux pays qui portent la Casamance au nord et au sud, la Gambie et la Guinée-Bissau. Il faudrait donc un dialogue inclusif dans lequel nous allons parler entre Sénégalais, entre Casamançais, Bissau-Guinéens et Gambiens. Mais comme on le sait, le conflit, c'est aussi le développement. La résolution du conflit passera par le développement de la région naturelle de la Casamance, puisque ce conflit est parti d'une identité culturelle bafouée. Il faut qu'on revienne vers ces fondamentaux, le respect de la culture, le respect de la différence. C'est ça qui a toujours fait la grandeur de la nation sénégalaise, notre commune volonté de vivre ensemble. Alors il faut que ces impératifs culturels soient remis au bout du jour et que la question du développement de la Casamance soit inscrite en priorité au niveau de l'action de l'État. Et pour cela, il faudrait d'abord un programme de désenclavement terrestre, maritime, aérien, pour assurer la continuité territoriale. Parce que pour aller en Casamance, on est obligé de traverser un autre pays, souvent la Gambie. Ou alors il faut faire un contournement par la région du Sénégal oriental. Et tout cela est extrêmement pénible pour les Sénégalais de Casamance. Évidemment, cette discussion, ce dialogue se fera dans le respect de la souveraineté nationale du Sénégal. Nous allons proposer des projets de développement avec la Gambie et la Guinée-Bissau. Nous avons l'avantage de partager avec eux l'OMVG et j'y reviendrai dans le cadre du point lié un peu aux organisations régionales. Mais en ce qui concerne la Casamance, je pense que ça devrait être une priorité pour nous de relancer le dialogue entre ces différentes catégories que je viens d'évoquer et surtout d'impliquer toutes les bonnes volontés sénégalaises pour justement trouver une solution définitive à ce conflit. Et je pense que cela prendrait naturellement plus de 100 jours. Il s'agit de l'inscrire dans une dynamique à long terme, mais en y mettant les moyens qu'il faut. S'agissant de la Guinée-Bissau aussi, j'en profite pour saluer les efforts de ce pays qui traverse des difficultés majeures face au péril, au trafic de tout genre. Et c'est un pays qui mérite le soutien de la communauté internationale dans ses efforts de reconstruction. Alors, je passerai tout de suite au rôle et à la place des institutions africaines, puisque nous avions une démarche qui consistait, comme l'avait défini le président Senghor, à bâtir notre diplomatie selon, n'est-ce pas, le principe des cercles concentriques. Partir du voisinage, ensuite aller dans la sous-région ouest-africaine, à travers les organisations que sont l'UEMOA d'abord, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la CEDEAO au niveau de l'Afrique de l'Ouest, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, puis au niveau de l'Union africaine à l'échelle du continent, et puis voir plus tard, n'est-ce pas, notre part dans le monde. Pour cela, nous avons effectivement voulu passer en revue un peu le rôle et la place des institutions africaines dans la gouvernance mondiale. Et je réserverai la part du débat pour approfondir les questions compte tenu du temps qui m'est imparti. Je serai obligé de survoler. Pour ce qui concerne le rôle et la place des institutions africaines,
il nous faut d'abord en Afrique renforcer les capacités d'initiative et d'action diplomatique de l'Union africaine. Nous avons constaté que l'Union africaine est vraiment en marge du débat mondial. Sur la Libye, on l'a vu, et sur d'autres questions, l'Union africaine n'a pas souvent eu le mot qu'on attendait, ou l'écho, en tout cas, que les Africains attendaient de leur organisation. L'Afrique doit donc parler d'une seule voix pour peser dans les affaires du monde. Alors pour cela, il y a une question qui se pose sur la gouvernance de l'Organisation des Nations Unies. La réforme de l'ONU, et à travers l'ONU, la réforme du Conseil de sécurité. À ce niveau, les Africains ont quand même eu le mérite de trouver un consensus à travers ce qu'il est convenu d'appeler le consensus des îles Bénies au Swaziland, où pratiquement la majorité des pays, pour ne pas dire l'ensemble des pays, même si le Sénégal a fait une exception, ont un consensus pour réclamer 5 sièges pour le continent au Conseil de sécurité, avec 2 membres permanents. C'est la demande africaine. L'Afrique, c'est 54 États, c'est près d'1 milliard d'habitants. Cette réforme, depuis une vingtaine d'années, traîne. Et nous avons différents blocs qui se constituent, le G4, nous le savons, le Japon, l'Allemagne, le Brésil et l'Inde, qui également revendiquent leur place au Conseil de sécurité comme membre permanent, qui semble légitime d'ailleurs. Nous soutenons cette position du G4. Nous souhaitons simplement qu'en retour, que le G4 puisse soutenir également le consensus africain d'Ouzel Béni pour que le continent puisse être représenté également à ce niveau au Conseil de sécurité. Nous souhaitons aussi que le groupe des 5 membres permanents, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine et la Russie, puissent, à l'instar de la France, défendre la position africaine afin que l'ONU puisse avancer plus rapidement vers cette réforme absolument fondamentale. Et parlant du Conseil de sécurité, en tant que Sénégalais, j'aurais souhaité voir le Sénégal revenir au Conseil. Car depuis notre indépendance, le Sénégal n'a été présent que 2 fois comme membre non permanent, naturellement, du Conseil de sécurité. D'abord en 1968-69, puis en 88 et 89, chacune une seule année. Je pense que 20 ans après, il est temps que nous puissions revenir au sein du Conseil de sécurité afin de partager avec nos partenaires du monde nos vues sur les questions du monde. Alors, passant de l'ONU, je vais revenir un peu sur le continent africain en parlant de la relance des projets d'infrastructure régionale et surtout quel sens donner à l'intégration économique africaine. Nous sommes partis d'abord de la sous-région du voisinage avec les organismes de bassin, l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui regroupe aujourd'hui 4 pays, le Sénégal, le Mali, la Mauritanie et la Guinée récemment. L'OMVG, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, regroupe aussi le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. Ce sont des organismes de bassin qui sont extrêmement importants dans l'économie, surtout par rapport aux demandes de solutions face à la crise énergétique. Je rappelle que le premier barrage, celui de Manakali, a été le fait de l'OMVS. Et également, en ce moment, nous sommes en train de finaliser un second barrage, celui de Félou, et un troisième, de Bouina, sur le fleuve Sénégal. Mais l'OMVG également a des projets importants par rapport à d'autres barrages face à cette crise énergétique. Je ne veux pas insister outre mesure. Alors, s'agissant de l'axe 3, diplomatie pour un véritable développement et non pas diplomatie de prestige, nous pensons qu'il faut promouvoir une diplomatie de développement en faisant quoi? En renforçant nos relations de coopération avec les différents pays partenaires. Ces relations concernent d'abord la France. La France parce qu'elle est un partenaire privilégié, un partenaire historique. Je rappelle que le Sénégal a été, dans l'histoire, la première colonie de France, que les Français sont présents sur les côtes sénégalaises déjà depuis 1648. Donc,
par l'histoire, nous avons un partenariat privilégié. Mais en même temps, nous devons nous regarder en face et regarder la réalité du monde pour savoir que ce partenariat passe vers la fin d'un monopole, puisque les Africains, les Sénégalais aussi, doivent regarder les Africains, doivent regarder les Européens, à travers peut-être leur porte d'entrée qui est la France, mais ils doivent avoir également des relations avec le reste du monde, l'Amérique, les pays émergents, l'Asie en particulier. Alors, d'où la nécessité pour Français et Sénégalais de redynamiser leur coopération, malgré parfois les sujets tabous sur l'immigration, les problèmes des accords de défense, et également, n'est-ce pas, différents problèmes qui se posent dans notre coopération. Mais tout compte fait, je pense que c'est une coopération exemplaire à tout point de vue qu'il faut renforcer, puisque notre relation avec l'Union européenne parfois a été difficile dans le cadre des accords de partenariat économique ou de façon générale la CEDEAO et l'Union européenne n'ont pas parlé le même langage. Le Sénégal, évidemment, sur cette question, devrait aussi écouter bien le discours des Africains, mais en partant à la table de négociation avec un esprit ouvert. Dans ce cadre-là, vous savez qu'il y a eu une opposition de position entre APE et APD. Accord de partenariat pour le développement selon les Africains, puisque pour eux, on ne peut pas aller vers les accords de type partenariat économique tout de suite, puisque nous y allons perdant d'avance, dès lors que notre industrie ne peut pas faire face, dès lors que nous n'avons pas les moyens non plus de subventionner notre agriculture et de traiter d'égal à égal, on devrait quand même aménager ces accords de façon à ce que tout le monde puisse y gagner. C'est des questions qu'il faut oser affronter, mais il faut aller vers l'approfondissement du dialogue entre l'Europe et l'Afrique. Et à ce niveau, dépasser la timidité actuelle des relations, puisque véritablement le dialogue, s'il n'est pas en panne, est en tout cas vraiment très timide. Donc à ce niveau aussi, nous pensons qu'il faut que Européens et Africains puissent engager un débat dynamique et que aussi nos relations ne s'arrêtent pas sur le Frontex, c'est-à-dire la défense des frontières de l'Europe. Le débat entre l'Europe et l'Afrique ne peut pas être réduit à la seule dimension des migrations. Je pense que beaucoup de choses nous lient et nous devons donc engager la réforme. La récente crise de l'euro montre qu'il y a des sujets sur lesquels les Européens tout seuls ne pourront pas s'en sortir. Les Africains, évidemment. Nous avons connu ce genre de problème par le passé. L'Afrique connaît bien le Fonds monétaire international et les contraintes qui sont liées n'est-ce pas, à la perte un peu de la souveraineté économique. Aujourd'hui, je pense qu'en Europe, les mêmes préoccupations commencent à se poser. Et au moins, voilà un domaine dans lequel l'Afrique pourrait donner de l'expérience. Échanger en tout cas son expérience par rapport à ses relations avec le Fonds monétaire. Alors, l'Amérique, les relations avec les États-Unis récemment ont été marquées par, depuis la présidence Bush fils, je veux dire, par quand même l'effort de l'Amérique d'avoir une approche nouvelle dans le développement. Et les États-Unis sont passés de l'instrument qu'a constitué l'USAID pour inventer le Millennium Challenge, qui a été un instrument de soutien rapide, mais basé sur la démocratie et les droits de l'homme. Les critères ont été mis en exergue pour que les pays fassent des efforts dans le domaine de la démocratie, dans le domaine des droits de l'homme, pour pouvoir être éligibles. Et même lorsqu'ils sont éligibles, s'ils baissent la garde, évidemment le projet s'estompe. Ça a été quand même des montants extrêmement importants qui ont été mis en jeu. Le Sénégal en a bénéficié pour près de 600 millions de dollars, à peu près, dans sa première phase. Et il y a des pays africains qui sont déjà dans le deuxième projet Millennium Challenge. Donc là aussi, au-delà de la coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, où Européens, Américains, Africains unissent leurs efforts, puisque aujourd'hui tout le monde sait que le terrorisme est transfrontalier, il est transcontinental, il est mondial. Nous avons besoin d'échanger dans le domaine des informations, du renseignement,
dans le domaine de la surveillance des territoires. AQMI aujourd'hui est au Mali, pour dire les choses telles qu'elles sont. Donc, ils sont même à la porte du Sénégal, ils sont en Mauritanie, ils sont au Niger. Le conflit libyen aujourd'hui fait que les armes sont au Niger et ailleurs. Donc, nous subissons directement les effets de ces crises. Par conséquent, il nous faut un partenariat extrêmement dynamique entre l'Afrique, les États-Unis, l'Europe, bref, tous les pays et puis le pays de justice, surtout dans la défense, la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Et le terrorisme, ce n'est pas le seul fléau. Nous avons les intégrismes également. De Boko Haram, nous avons les trafics de drogue, de cigarettes dans cet espace sahélien, donc qui nécessite quand même l'appui de tous les pays. Alors, dernier bloc de pays, ce sont les relations avec les pays émergents. On en a beaucoup parlé, l'Afrique et la Chine, l'Afrique et l'Inde. Vous savez que depuis la création des BRIC, alors Brésil, Russie, Inde et Chine, qui aujourd'hui inspirent le développement des technologies, le développement de l'investissement, le transfert de technologies et de compétences. Évidemment, les Africains sont attentifs à ce que leur offre également ce type de pays. Et je crois qu'il appartient aussi à nos partenaires traditionnels de tenir compte de cette réalité nouvelle pour pouvoir continuer à œuvrer tout en permettant à l'Afrique, comme l'Europe le fait, de traiter avec la Chine, de traiter avec l'Inde et de traiter avec le Brésil, par exemple, et la Russie. Ça, c'était la diplomatie du développement à travers les différents blocs. Je voudrais juste passer, il me reste 5 ou 7 minutes, étant entendu que je pense que le dialogue permettra d'approfondir et d'aller en profondeur sur les différents points. Politique de la diaspora. Nous avons une diplomatie qui devrait assurer la protection et la promotion des Sénégalais de l'extérieur. Comme vous le savez, les Sénégalais de l'extérieur, de façon substantielle, contribuent à la prospérité de notre pays. Bien plus que l'apport de la coopération internationale. Donc quand vous avez des citoyens qui apportent plus que toute la coopération internationale, vous devez, si vous êtes responsable, de les traiter convenablement. Ne pas tuer la poule aux œufs d'or. Parce qu'après, vous n'aurez ni poule, ni œuf, vous n'aurez plus rien. Donc, on a intérêt, le Sénégal, à quand même défendre, évidemment dans le respect des contraintes qu'imposent les politiques de migration dans les pays d'accueil, mais de défendre nos immigrés. Parce que le monde, finalement, c'est un vaste champ de migration. L'Amérique, les gens, ils viennent d'Europe il y a quelques siècles, il y a encore quelques dizaines d'années. Le monde, c'est les migrations. Dire que, voilà, tel est citoyen de souche, parce que même chez nous, mes parents sérères, heureusement, qui m'ont adopté à Fatick, qui m'ont élu. Mais vous verrez quelques chauvins qui diraient il n'est pas d'ici, il vient du Fouta, mais ça ne veut rien dire. Parce que chacun, quelque part, a quitté un jour pour aller s'installer. Donc c'est une question de temps. Donc nous devons avoir une vision vraiment très ouverte de la problématique des migrations. Il faut savoir que le monde est un monde de brassage, c'est un village planétaire et il faut que les gens ils aillent et ils viennent. L'Afrique a besoin de l'Europe, elle a besoin de l'Amérique a besoin de l'Afrique, et l'Europe a besoin de l'Afrique. Ne serait-ce que pour les marchés, parce qu'en Afrique, il faut tout faire, il faut tout construire, il faut développer ce marché. Donc, je pense que nous devons négocier avec les pays d'accueil, souvent les conditions, bien sûr, d'émigration. Il ne s'agit pas aussi de dire que toutes les frontières vont être ouvertes et que, bon, rentre qui veut. Non, ça, ce n'est pas aussi responsable. Nous ne pouvons pas défendre une telle position. Mais il faut quand même que nous respections voilà, les migrants qui sont dans des conditions de devoir venir étudier, parfois travailler, parce qu'ils ont des créneaux aussi dans lesquels ils peuvent servir leur pays d'accueil. Dans ce cadre-là, nous allons travailler
à soutenir et à intégrer les Sénégalais de la diaspora dans notre processus de développement. Pour cela, nous allons mettre en place des administrations vraiment très rapprochées. D'abord, nous allons faire en sorte que le ministère dit des Sénégalais de l'extérieur soit mis au sein du ministère des Affaires étrangères. Parce que là, nous avons deux mondes séparés, que les affaires consulaires sont quelque peu liées quand même aux affaires diplomatiques. Et pour une plus grande efficacité, il faudrait un peu remettre les deux sous le même poids, tout en traitant une oreille plus soutenue, en tout cas à la diaspora, à ses desiderata, surtout aux conditions de retour que nous propose le co-développement, ou en tout cas l'économie solidaire, où justement la diaspora, à travers les structures ici en Europe, peut apporter des solutions dans le cadre du développement durable. Alors nous allons aussi vraiment vers une articulation de nos politiques publiques, tenant compte de l'apport de cette diaspora qui fait officiellement au moins près de 500 à 600 milliards. Ça, c'est ce qui passe par les banques, officiellement, mais il y a peut-être au moins la moitié qui passe par des circuits non officiels. Donc, cette manne, d'ailleurs, quand vous voyez aujourd'hui le développement des sociétés de transfert en Afrique et ici en Europe, vous vous rendez compte qu'il y a là une niche qui doit être exploitée, qui doit être mieux valorisée. Et dans ce cadre-là, je crois qu'il s'agira de définir une véritable politique de co-développement, définir des produits financiers, des fonds où les Sénégalais de l'extérieur seraient actionnaires dans les sociétés de transfert, où ils pourraient également participer dans nos politiques de développement, notamment dans le cadre de la banque de l'habitat, dans le cadre des projets immobiliers, mais surtout dans l'industrialisation et autres. Et pour cela, il faudra une reconnaissance institutionnelle et la participation des membres de la diaspora dans la vie parlementaire. Ça, nous verrons si le Sénat est maintenu, ils auront leur quota. S'il n'est pas maintenu, peut-être l'Assemblée nationale, ça va être difficile de mettre un quota, sauf à faire comme nos amis français, arriver à définir la diaspora comme une région ou un département et lui allouer un quota de députés. Bref, je pense de façon générale, nous allons prêter une oreille très attentive aux problèmes que vivent notre communauté à l'étranger. Pour passer au cinquième point, très rapidement, la diplomatie de paix et de sécurité. Le Sénégal, aussi paradoxal que cela soit, déjà en 1960, dès son indépendance, a participé aux premières forces de maintien au Congo, au Zaïre, à l'époque, au Katanga. Et depuis lors, notre armée nationale a quasiment participé à l'ensemble des forces de maintien de la paix à travers le monde, que ce soit au Katanga, que ce soit au Kosovo, au Liban, à la Finine, dans presque tous les théâtres, notre armée nationale a participé dans les politiques de maintien de la paix. Et pour cela, évidemment, il faudrait renforcer ce rôle, aussi bien au sein des forces de l'ECOWAS, donc de la CEDEAO, que des forces de l'Union africaine et de l'ONU. Ce qui fait que c'est quand même assez difficile pour l'armée nationale de faire face à toutes ces demandes, mais enfin, je pense que notre rôle diplomatique devrait être maintenu et que le Sénégal devrait continuer à honorer ces demandes aussi bien de l'ONU que de l'Union africaine et de la CEDEAO. Alors, là, je voulais juste dire que nous poursuivons les mêmes politiques en ce qui concerne la diplomatie de la paix et de la sécurité. Alors, il y a une nouvelle diplomatie qui se pose au monde, et particulièrement au continent, c'est la diplomatie des droits de l'homme. Alors, il faudrait rendre effective une diplomatie des droits de l'homme et des peuples qui sera basée sur le socle universel des valeurs démocratiques. Il faudra une justice indépendante et moderne en Afrique. Il faudra lutter contre la corruption, travailler au renforcement et à la stabilité des institutions africaines et dans les pays. Il faudra également des échanges internationaux pour construire et renforcer notre modèle judiciaire. Récemment, nous avons vu l'Afrique
doit se donner les moyens de juger les auteurs des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et de génocide, les auteurs de génocide. L'affaire du Sénabré a développé la chronique. Les Africains ont des avis très partagés. Parce que parfois, en tant qu'Africain, on a le sentiment, si on répond à la demande du tribunal pénal international, non du droit international, il faut que ces auteurs soient traduits devant ces juridictions. Mais le constat amer qui est fait quand même, c'est qu'il n'y a que les dictateurs africains, en parenthèse, qui sont là. Les autres, on les juge plus. Donc c'est un problème. Alors, et les Africains sont partagés entre le devoir de répondre à cette exigence de la justice internationale et aussi le devoir, le sentiment africain que si nous cédons à cela, c'est comme le retour de la colonisation. Donc l'Afrique doit se donner alors les moyens d'avoir des juridictions capables de juger les auteurs africains de tels crimes sur le sol africain. Le cas de Saïf al-Islam se pose, bon, le TPI se rend en Libye, il veut le juger pour lui garantir un procès juste et équitable. La Libye dit j'ai les moyens. Ma justice de juger équitablement Saïf al-Islam. Bon, c'est des questions qui se posent. Donc là aussi je pense que nous devrons voilà, réfléchir avec nos amis africains sur en tout cas ces problèmes, puisqu'ils vont continuer à se poser. Il y aura quand même toujours des dictateurs, malheureusement. Il y aura toujours des illuminés qui vont tenter de commettre des crimes de guerre. J'espère qu'il y aura plus de génocide en Afrique. Mais enfin, il faut quand même gouverner, comme on dit, c'est prévoir. Il faudrait réfléchir, en tout cas, à doter le continent d'instruments juridiques et judiciaires lui permettant de régler quand même ce genre d'approche. Enfin, pour terminer, la rationalisation de la carte diplomatique. Lorsque vous voyez aujourd'hui la présence de nos ambassades sur une carte du monde, vous vous direz, mais le Sénégal est une puissance diplomatique de premier plan. Nous sommes présents, bien qu'en Europe, sur près de 10 pays, que sur l'Europe, au Portugal, en Espagne, en Italie, en France. En France, nous avons une représentation pléthorique. L'ambassadeur qui est à Paris, l'ambassadeur qui est à l'UNESCO, à Paris, le consul général du Sénégal, à Paris toujours, le consul général, d'ailleurs, l'ancien consul qui est à Lyon, un consul général à Bordeaux, un consul général à Marseille, un bureau consulaire au Havre. Pour le Sénégal, je trouve que c'est trop, c'est excessif. Une ambassade en Jamaïque, une ambassade à Oman, à Muscat, c'est pas possible, on ne sort pas. Ça coûte très cher pour un pays pauvre comme le Sénégal. Il nous faut donc une diplomatie rationnelle. Et la première lecture que j'ai faite, j'ai échangé avec des diplomates de carrière, montre que sur près de 70 aujourd'hui postes diplomatiques, on pourrait faire l'économie sur au moins 15 postes diplomatiques, ce qui ne remettrait pas en cause l'efficacité. Mais pour cela aussi, il faut rester dans la règle des 80-20, il faut que les diplomates de carrière également soient promus dans les fonctions afin de rendre, n'est-ce pas, nos diplomaties plus efficaces. Parce qu'autrement, je pense qu'on risque d'avoir pléthore d'effectifs, de budgets extrêmement lourds, alors que les priorités de notre pays sont ailleurs. L'eau potable, la santé, l'éducation, le chômage des jeunes. Il faut donner des réponses par rapport à ces grands problèmes. Alors c'est pourquoi, pour conclure, je disais donc que c'est cette priorité ou axe prioritaire constitue la base d'une nouvelle politique étrangère pour le Sénégal. Et une politique, une diplomatie de renouveau, une diplomatie pour la paix et le développement. Ces priorités s'inscrivent dans mon programme présidentiel que je proposerai très prochainement à nos compatriotes à travers ce que j'ai appelé le chemin du véritable développement, en Wolof, Yonou, Yokouté. Ce programme est composé de 5 axes. Premièrement, il faudrait mettre fin à l'injustice sociale, très long de développer. Mettre fin à l'injustice sociale. Mettre fin à l'injustice tout court. Il faut assurer les bases du développement véritable.
il faut surtout atteindre une productivité développante. Parce que ce qui fait la différence entre les pays riches et les pays pauvres, c'est d'abord les riches, ils produisent, les pauvres, ils consomment, ils ne produisent rien. Donc il faudrait produire en Afrique. Il y a des possibilités de produire en Afrique. Donc atteindre et assurer une productivité développante. Enfin, construire un modèle de démocratie irréprochable et efficace. Cela suppose pour tous le respect de la Constitution, qui est la mère des lois. Le respect de la Constitution suppose que lorsque ces mandats sont terminés, qu'on ait l'élégance de partir. C'est ça aussi la grandeur dans un État. C'est très difficile quand on s'applique soi-même les règles démocratiques. Accepter les règles du jeu. Donc bâtir ce modèle de démocratie irréprochable et efficace. Enfin, garantir la paix, je dis carrément toujours, la paix, la sécurité et l'intégration africaine. Je vous remercie, j'en ai assez parlé. Je crois que j'ai débordé de 5 minutes. Je vous remercie. Parce que morceau bi ma fi joué mooy morceau bu Youssou Ndour bu ma